Les Soviétiques ont tout tué. Les Soviétiques ont détruit une mer et ses environs. La mer d'Aral était autrefois vitale pour des millions de personnes en Asie centrale. Elle était pleine de vie, remplie de poissons, et c'était le 4e plus grand lac du monde. Mais la cupidité a tout détruit. L'Union soviétique a détruit une mer longue de 300 miles. C'était la mer d'Aral dans les années 1960 si immense qu'elle était presque de la taille de l'Irlande. Mais les images satellites de la National Aeronautics and Space Administration publiées en août 2014 ont surpris tout le monde. Les Soviétiques voulaient transformer l'Asie centrale en une puissance agricole, mais les conséquences ont été désastreuses. La bouée de sauvetage de millions de personnes était morte pour la première fois dans l'histoire moderne. L'ensemble du bassin oriental de la mer d'Aral, en Asie centrale, s'était complètement asséché. Il ne reste aujourd'hui qu'un vaste désert de sel et de poussière nommé désert d'Aral-Koum. Et le réchauffement climatique, ou le changement climatique, n'en est pas la cause. Cette mer géante a disparu à cause d'une erreur soviétique, d'une cupidité qui a tout détruit. Ce sera une dénonciation brutale des erreurs de l'Union soviétique, ce que YouTube n'apprécie pas. Et donc, ils ne vont probablement pas promouvoir cette vidéo dans l'algorithme à moins que vous ne les y forciez en cliquant sur le bouton j'aime. Pour savoir ce qui est arrivé à la mer, il faut comprendre où elle était. Voici une carte des Stans, où la stan signifie terre en persan, désignant les pays dont le nom finit par stan, comme le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Ces nations appartiennent à l'Asie centrale, région majoritairement aride avec 75% de désert. Juste ici se trouve la mer d'Aral. L'une des premières choses à savoir sur ce lac, c'est qu'il ne se jette pas dans l'océan. Il n'a nulle part où aller. Ces types de plans d'eau sont appelés des lacs endoréiques. Par exemple, la mer Caspienne et la mer Morte sont aussi des lacs endoréiques. En été, la température peut atteindre environ 100 degrés Fahrenheit, soit environ 38 degrés Celsius, et pendant les autres saisons, de forts vents soufflent sur cette région, provoquant l'évaporation ou la fuite de millions de gallons d'eau. Mais de la fin du Pléistocène jusqu'aux années 1960, la mer d'Aral était alimentée par l'eau, venant de centaines de kilomètres, depuis l'anneau montagneux aux frontières sud-est de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan et du Tadjikistan, le Tian Shan et ses chaînes, grâce à la fonte des neiges. De ces sommets sont nés 2 grands fleuves d'Asie centrale, l'Amou Daria, le plus important, et le Sir Daria, rejoignant la mer au sud et au nord. Le fleuve Sir Daria déversait environ 21 milliards de tonnes d'eau, tandis que l'Amou Daria en ajoutait environ 38 milliards de tonnes. En 1960, ils fournissaient ensemble près de 59 milliards de tonnes d'eau par an, auxquelles s'ajoutaient les pluies saisonnières. Pour vous donner une idée, cela représente tellement d'eau que cela pourrait remplir presque 22 millions de piscines olympiques. À cette époque, il y avait plus de 1000 petites îles sur la mer, mais à partir de 1961, elle a commencé à rétrécir. Les bateaux fournissaient 20% du poisson de l'Union soviétique et l'industrie employait des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 250 pêcheurs qui luttent pour gagner leur vie dans les eaux polluées de l'Aral. Considérée comme l'une des pires catastrophes environnementales mondiales, elle résulte de l'obsession soviétique pour l'or blanc. Après la révolution industrielle des années 1780, l'industrie moderne a fortement sollicité les campagnes pour matières premières, main-d'œuvre et marché. Et comme l'industrie moderne trouve son origine dans le filage et le tissage du coton, les industriels européens et nord-américains ont soudainement exigé d'énormes quantités de coton brut. Et le coton est appelé l'or blanc. À l'époque, le coton était une véritable mine d'or pour le monde, et les États-Unis le dominaient complètement. Le coton venait principalement des plantations esclavagistes des Amériques, d'abord des Antilles et du Brésil, puis des États-Unis. Lorsque les producteurs de coton américains ont commencé à entrer sur les marchés mondiaux, dans les années 1790, après la Révolution à Saint-Domingue, l'une des îles les plus importantes pour la culture du coton, ils sont rapidement devenus des acteurs dominants. En 1825% de tout le coton arrivant à Liverpool, le principal port cotonnier du monde, provenait du sud des États-Unis. 20 ans plus tard, il atteignait 59%. En 1850, 72% du coton importé par la Grande-Bretagne venait des États-Unis. Cette domination a perduré. 90. La France importait principalement du coton des États-Unis. En Allemagne, 60% du coton était américain, et ce chiffre atteignait 92%. Du coton envoyé en Russie venait des États-Unis. Le coton américain a conquis le marché mondial comme peu d'autres matières premières l'ont fait avant ou depuis. Les États-Unis dominaient ce marché parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour le conquérir. Ils disposaient d'une combinaison très puissante.
d'immenses étendues de terre récemment prises aux habitants autochtones, une main-d'œuvre esclave abondante rendue disponible par le déclin de la culture du tabac dans le Haut-Sud, et un accès facile au capital européen. Ce mélange mortel a fait du sud des États-Unis la puissance mondiale du coton, alimentant industrie et économie à travers le monde. L'économie américaine prospérait. En 1860, le sud des États-Unis produisait près de 4 millions de balles de coton par an, fournissant 75% du coton brut mondial, 60% de toutes les exportations américaines, soit environ 200 millions de dollars d'exportations par an, un chiffre énorme. À cette époque, le coton était la clé ultime de la richesse et du pouvoir. Celui qui contrôlait le coton contrôlait l'économie mondiale. Puis la guerre de sécession est arrivée, tout a changé. La guerre a débuté en 1861 avec l'attaque de Fort Sumter et s'est achevée en avril 1865 par la reddition des Confédérés. Pendant ces 4 années, la production de coton a subi son pire coup dans l'histoire. Pour prouver le soi-disant pouvoir du roi coton, les marchands du Sud ont cessé d'expédier leur coton début 1861, une décision indépendante du gouvernement. À l'été 1861, la marine de l'Union avait bloqué tous les grands ports confédérés, stoppant plus de 95% des exportations. La Confédération voulait nuire aux réserves de coton britanniques, pour forcer le soutien de la Grande-Bretagne. Les filatures britanniques, ayant d'importantes réserves de coton, ne furent pas immédiatement affectées par l'embargo. En réalité, leurs réserves ont même gagné en valeur. L'intervention de la Grande-Bretagne aurait impliqué une guerre avec les États-Unis, interrompant l'approvisionnement vital en nourriture, puisque le quart de la nourriture britannique venait des États-Unis. Les navires de guerre américains auraient aussi pu nuire au commerce britannique, alors que la Royal Navy était occupée à escorter les navires de coton. Les Britanniques n'ont jamais cru à la domination du roi coton, et ont choisi de ne pas intervenir. La Confédération a tenté de restreindre les exportations de coton, espérant forcer la reconnaissance des puissances européennes et asiatiques en les rendant désespérées d'obtenir du coton américain. Quand ce plan a échoué, car l'Europe a refusé de reconnaître la Confédération, l'Union a imposé un blocus commercial au Sud pendant près de 4 ans. Cela a causé la famine du coton, une crise comparable au choc pétrolier du Moyen-Orient des années 1970. Ce fut la première crise mondiale des matières premières du capitalisme industriel. Les effets furent dévastateurs à travers l'Europe et l'Asie. Des centaines de milliers d'ouvriers ont perdu leur emploi. La misère s'est propagée et des troubles ont éclaté dans les centres textiles du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et de Russie. En Alsace, la situation était si critique que des affiches disaient « Dupont haut le mort », c'est-à-dire du pain ou la mort. En Russie, les dégâts étaient non plus graves. La production intérieure insuffisante, et la guerre en Asie centrale dépendait du financement par le coton, dont la principale difficulté était l'eau. Les cultures de coton nécessitent une énorme quantité d'eau pour la récolte. C'est pourquoi il était traditionnellement cultivé près des oasis dans divers pays. Selon les données du Comité consultatif international du coton, le Comité consultatif international du coton, produire 1 kilo de fibres suffit pour un t-shirt et un jean. Le coton utilise en moyenne environ 1931 litres d'eau d'irrigation et 6000 litres d'eau de pluie dans le monde. Cependant, ces chiffres varièrent d'une région à l'autre, car les climats secs ou chauds nécessitent encore plus d'eau pour cultiver le coton. À l'époque, la Russie a découvert une solution inattendue à sa crise de l'eau. En 1865, les Russes capturent Tachkent, amorçant leur domination sur l'Asie centrale. Cette démarche visait principalement à stopper l'expansion britannique en Asie, car l'Empire britannique avait déjà atteint l'Afghanistan à cette époque. Mais cette conquête a offert une opportunité inattendue aux Soviétiques. L'Asie centrale disposait de terres agricoles fertiles, irriguées par les fleuves Amou Daria et Sir Daria, essentielles à l'économie et à la population durant les dernières décennies de l'Empire russe. Les terres coloniales acquises par Saint-Pétersbourg en Asie centrale sont devenues une source majeure de coton pour les habitants et les marchés mondiaux. Cependant, ces gains de production de coton ne résultent ni d'une meilleure productivité des agriculteurs, ni d'amélioration des terres. Au lieu de cela, les Russes se sont étendus sur des territoires auparavant non cultivés, transformant d'immenses zones en exploitation cotonnière. Cette expansion agressive a exigé beaucoup d'eau d'irrigation, augmentant fortement le nombre de canaux détournant l'eau des rivières Amnou, Daria et Sir Daria. En 1870, le premier grand projet d'irrigation en Ouzbékistan a commencé avec l'initiative d'irrigation de la steppe de la faim. L'objectif était d'établir des colonies de culture du coton et d'augmenter les rendements, dans des régions comme Kva, Boukhara et Samarcande. Les systèmes d'irrigation à Kva et Boukhara ont été modernisés, avec la construction de petits barrages et l'aménagement de nombreux canaux.
La vallée de Fergana est ainsi devenue le centre de la production cotonnière du Turkestan russe, lançant la transformation de l'Asie centrale en grande région productrice de coton. Sous le contrôle russe, la Russie a finalement commencé à remplacer les dirigeants. Les Russes ont commencé à cultiver du coton dans les régions de l'Ouzbékistan et du Turkménistan afin de réduire leur dépendance aux importations de coton en provenance des Américains et des Britanniques. Au XXe siècle, tout change avec l'ère soviétique et la Première Guerre mondiale, faisant du coton une ressource clé pour l'économie soviétique. L'effondrement de l'Empire russe en 1917 a mené à la montée de l'Union soviétique, qui avait des plans ambitieux. Dans les années 1930, les soviétiques ont lancé un ambitieux plan quinquennal visant à augmenter la production industrielle et à développer l'économie pour rivaliser avec les nations capitalistes. Ils projetaient un vaste réseau d'usines et de filatures de coton dans le bassin de la mer d'Aral. Les soviétiques ont industrialisé la région, accru la production de coton et tiré d'importants profits. Ils ont lancé des projets de dérivation de l'eau, bien plus grands que ceux de l'Empire russe. Ces méga-projets ont permis de cultiver de vastes nouvelles terres pour le coton, mais leur coût environnemental a été énorme. Des millions de litres d'eau de l'Amou Daria et de la Sir Daria, les deux fleuves qui avaient alimenté la mer d'Aral pendant des siècles, ont été détournés silencieusement vers ces canaux et réservoirs. Un exemple extrême était le canal du Karakoum. Commencé en 1954 et s'étendant finalement sur plus de 1350 km, il est devenu l'un des plus grands canaux d'irrigation du monde, prélevant en moyenne 3000 cubes d'eau par an, rien que de l'Amou Daria. Cela a commencé à tuer non seulement le lac, mais aussi tout ce qu'il nourrissait. L'obsession soviétique pour le coton comme culture d'exportation a aussi entraîné la baisse de la diversité agricole en Asie centrale. Avant l'industrialisation soviétique, les agriculteurs d'Asie centrale pratiquaient une agriculture diversifiée, cultivant céréales, légumineuses, fruits, légumes et fourrages. Des pratiques autosuffisantes et écologiquement équilibrées. Cependant, avec le passage de l'Union soviétique à la monoculture du coton, cette diversité s'est effondrée. D'immenses étendues de terre, autrefois utilisées pour la nourriture, les céréales et les cultures traditionnelles ont été converties en plantations de coton. La collectivisation massive de l'agriculture a commencé au début des années 1930 et d'ici 1935, plus de 80% des ménages agricoles et d'élevage avaient été forcés d'intégrer des fermes collectives ou d'États. L'objectif principal du Parti communiste était de contrôler le travail et la vie des paysans. La collectivisation cherchait à accroître la production agricole par des techniques modernes et l'intensification. Mais en réalité, les républiques d'Asie centrale de l'Union des républiques socialistes soviétiques étaient accablées par des objectifs de production irréalistes pour le coton, le blé et la viande. Les éleveurs et paysans aisés résistants risquaient arrestation et exil. La collectivisation fut désastreuse, surtout pour les éleveurs nomades kazakhs dont le cheptel s'effondra, provoquant une famine de 3 ans qui tua plus d'un quart de la population du Kazakhstan. Selon le système mondial d'information et d'alerte rapide de la Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, même si la production de riz et de blé a augmenté en Ouzbékistan et au Kazakhstan, elle reste inférieure aux surfaces consacrées au coton. En conséquence, ces pays dépendent aujourd'hui fortement des importations pour satisfaire leurs besoins en blé et en riz. Une région autrefois riche en vergers, vignobles et céréales dépend désormais entièrement de la monoculture du coton, préparant l'une des plus grandes catastrophes environnementales modernes. Mais d'une manière ou d'une autre, jusqu'en 1960, la mer d'Aral était encore visible. Seule la quantité d'eau annuelle avait diminué. Les soviétiques auraient pu la sauver, mais ils ont préféré aggraver la situation. En 1960, la surface de la mer d'Aral était à 53 mètres, soit 175 pieds, au-dessus du niveau de la mer, et couvrait une superficie d'environ 68 000 km², soit 26 300 000 carrés. Mais la véritable destruction de la mer d'Aral a commencé en 1961. Cette année-là, les effets cumulés de la volonté soviétique d'étendre la culture du coton sont devenus évidents. Enregistrés aux stations de décharge que le gouvernement soviétique avait installées sur l'Amou Daria et la Sir Daria, là où elles se jetaient dans la mer d'Aral, à la station sur l'Amou Daria, située dans la baie de Timur, en République socialiste soviétique d'Ouzbékistan. Le débit annuel d'eau vers l'Aral est tombé à 292 km3, à peine 7000 cubes. Pire encore, à la station sur la Sir Daria, située à Kazalinsk dans la RSS du Kazakhstan, le débit enregistré était nul. Vous avez bien entendu, n'est-ce pas ? Absolument aucune eau n'a atteint la mer cette année-là. Pour comprendre l'ampleur de cette catastrophe, considérez ceci. En 1960, le Sir Daria avait transporté 21 km3 d'eau vers l'Aral. L'Amou Daria a apporté
378 km3, portant le total à 588 km3. Un débit sain qui maintenait la mer. En un an seulement, en 1961, l'eau de l'Otal avait diminué de plus de 50%. Sauf une exception en 1969, le débit annuel ne retrouvera plus jamais les niveaux de 1960 durant les 30 années suivantes. En 1974, le débit total de la rivière n'était plus que de 2 miles cubes, puis s'est totalement effondré en 1989. En moins de 30 ans, la mer d'Otal avait perdu plus de 90% de son eau, avec seulement 1 mile cube atteignant la mer. La disparition de la mer d'Odal était clairement visible, mais les soviétiques, eux, ont simplement fermé les yeux, tout cela au nom du profit. La plupart de ces hausses de production de coton n'ont pas résulté de la conversion de terres d'autres cultures. Les soviétiques ont préféré accroître la mise en culture des terres, augmentant ainsi le pompage d'eau de l'Amou-Daria et du Sir-Daria. D'une certaine façon, cela a bien fonctionné pour les soviétiques, au moins pour l'instant. Entre 1960 et 1985, la superficie des terres irriguées dans la RSS d'Ouzbékistan, le plus grand producteur de coton de l'Union soviétique, a augmenté de 33%. Dans la RSS du Turkménistan voisine, l'augmentation était encore plus marquée. 123 et presque toutes les nouvelles terres irriguées étaient entièrement consacrées au coton. En termes de production, cette stratégie a parfaitement fonctionné pour les responsables soviétiques de la RSS d'Ouzbékistan. Les rendements de fibres de coton brut ont augmenté de 2,95 à 5,16 millions de tonnes métriques entre 1960 et 1985, soit plus 75%. L'Union soviétique est devenue le deuxième exportateur de coton, dont 70% venaient d'Ouzbékistan. De 1950 aux années 1990, l'économie soviétique a connu une forte croissance, avec un produit intérieur brut annuel en hausse de 5 à 6%, et un excédent commercial important dans les années 1970-1980. L'Union des républiques socialistes soviétiques a exporté pour 600 milliards, dont plus de 45%, issus de l'industrie manufacturière. Les soviétiques voulaient battre des records de profit, mais cette obsession a eu un coût énorme. La lente agonie de la mer d'Aral. La récolte du coton soviétique a eu un coût humain énorme. Cela exigeait la participation de tous les secteurs, ouvriers, soldats et étudiants. Même bien dans les années 1990, les soviétiques disposaient de très peu de machines à récolter le coton, ce qui signifiait que la majeure partie de la récolte était encore faite à la main. Face au manque persistant de main-d'œuvre agricole lors des récoltes, ils ont instauré un plan cruel pour y remédier. Le gouvernement a forcé des groupes d'habitants des villes à passer des semaines dans des fermes collectives, à effectuer le travail éreintant de la cueillette du coton. Des bus transportaient directement les élèves des écoles et universités vers les champs. Durant ces mois, universités et lycées de la région étaient souvent vides. Les élèves issus de familles aisées évitaient ce travail forcé en soudoyant les responsables, tandis que les autres n'avaient pas le choix. La souffrance humaine n'était pas la seule tragédie, car l'environnement était également détruit. En même temps, les fermes d'État déversaient 240 kg d'engrais par acre sur les champs de coton chaque année, contre une moyenne soviétique de seulement 12 kg par acre. Pour faciliter la récolte, ils utilisaient des défoliants pour enlever les feuilles des plants de coton, tandis que les engrais et les pesticides étaient pulvérisés abondamment et en permanence. En 1988, la presse soviétique a révélé un chiffre choquant. En moyenne, 22 kg de produits chimiques toxiques étaient utilisés chaque année par acre de coton. Pendant des décennies, l'eau des rivières Amou-Daria et Sir-Daria a été détournée pour irriguer les champs, ruisselant sur des sols chargés de sel, d'engrais et de pesticides. Cette eau contaminée rejoignait les rivières, utilisée pour irriguer d'autres champs et fournir de l'eau potable aux communautés. En aval, les ouvriers des champs de coton étaient exposés à des produits chimiques, les aérosols de pesticides et d'engrais se déposant sur leur peau et dans leurs poumons. Les produits chimiques toxiques étaient fréquemment surutilisés, et des substances interdites ailleurs restaient secrètement employées. Dans l'agriculture soviétique, par exemple, le gouvernement soviétique a officiellement interdit le dichlorodiphényltrichloroéthane en 1970. Ce pesticide synthétique, principalement utilisé pour tuer les nuisibles, comme les moustiques, les poux et les insectes agricoles, en Union des républiques socialistes soviétiques, était largement pulvérisé sur les champs de coton. Mais les chercheurs soviétiques ont constaté qu'il nuisait à la santé humaine, causant des lésions hépatiques et réduisant les populations d'oiseaux.
Des rapports indiquent que l'insecticide était resté largement utilisé en Asie centrale malgré son interdiction officielle. Jusqu'aux années 1980, les soviétiques auraient pu laisser ce chaos, mais ils ont préféré en faire un enfer. En 2000, la mort de la mer d'Aral avait rendu sa géographie méconnaissable. Plus de 1000 anciennes îles de la mer d'Aral étaient désormais rattachées en permanence au continent. Alors que cette mer autrefois immense continue de se réduire en étangs épars, elle s'est tellement rétractée que l'île de Vosrosodenia est devenue une péninsule. Cette évolution a suscité de vives inquiétudes, car Vosrosodenia avait été un site secret d'essais d'armes biologiques soviétiques pendant la guerre froide. Des expériences ont porté sur des agents pathogènes très dangereux, comme la tularemie et la peste bubonique. Dans les années 1980, des centaines de tonnes d'anthrax vivants ont été enterrées sur l'île. En 1999, des scientifiques ont trouvé des spores d'anthrax vivantes, entraînant une décontamination américaine des sites en 2002. Sous l'ère soviétique, ces informations sont restées secrètes, jusqu'à la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991. Avec la disparition des eaux de la mer d'Aral, le fond marin est resté couvert d'une croûte épaisse de sel et de poussière. En 1997, en marchant sur le lit asséché, les chercheurs ont vu des couches de sel et de petits coquillages, restes d'un ancien écosystème. À cette époque, 80 des espèces qui vivaient autrefois dans les eaux de l'Aral avaient déjà disparu. Le bassin de l'Aral est situé sur la trajectoire des vents d'ouest en Asie centrale. Plus de 50 000 km² de fonds marins exposés ont entraîné des vents transportant d'énormes nuages de sel et de poussière toxiques dans la région. Cela a créé des tempêtes de sel fréquentes qui ont ravagé l'Asie centrale, parcourant des centaines de kilomètres vers l'est et dévastant les cultures dans la vallée de Fergana, ironiquement le centre de la production de coton soviétique. Pire, la poussière contenait des métaux lourds, des résidus de pesticides et d'autres produits chimiques toxiques. Ceux qui ont vécu ces tempêtes ont décrit l'expérience comme étant en feu. L'air salé irritait sinus, poumons et yeux, causant douleurs intenses et problèmes de santé durables. Parmi les endroits les plus durement touchés figurait Moïnak, l'une des plus grandes villes de la mer d'Aral, dans les années 1960. À son apogée, Moïnak comptait près de 30 000 habitants et servait de ville portuaire animée. Soutenant une industrie de la pêche florissante, la ville était un centre majeur pour les chalutiers et accueillait de nombreuses usines de transformation du poisson, des installations de stockage frigorifique et des industries de soutien. Pendant des décennies, l'économie de Moïnak tournait entièrement autour des pêcheries abondantes de la mer, mais à mesure que la mer d'Aral a commencé à disparaître, les stocks de poissons se sont effondrés, entraînant avec eux les moyens de subsistance de milliers de personnes. La population de Moujanak a chuté de plus de moitié, avec seulement 13 500 habitants officiels. La ville se trouve maintenant à 150 km, soit environ 93 miles des vestiges les plus proches des eaux de l'Aral. Une distance choquante pour ce qui était autrefois une grande ville côtière à l'époque soviétique. Alors que la mer se retirait, les autorités tentèrent de faire croire à une industrie de la pêche active. Les poissons pêchés dans le Pacifique, à 6400 km, étaient acheminés en wagons réfrigérés à Munich pour y être transformés et mis en conserve. Cette pratique rendait les poissons en conserve de Munich parmi les plus chers du monde à cause des coûts de transport élevés. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, ce système absurde a aussi pris fin. La fermeture de la conserverie a laissé la plupart des habitants au chômage et Munich en ruine économique. Munich survit aujourd'hui grâce à la récolte de sel sur le fond marin exposé et au tourisme, ses principales ressources. Un petit groupe de visiteurs étrangers vient pour contempler les cimetières hantés de navires, les vestiges rouillés des chalutiers de pêche qui reposent désormais échoués dans le désert. Un rappel brutal des pertes, mais l'espoir d'une renaissance de la mer, elle, subsiste. Ah, tout le monde dit, si cela peut être sauvé, qu'on le sauve. C'est le pain du peuple qui est en jeu. Peut-être. Que donnons-nous? Nous parlons de ce que verront nos petits-enfants. En 2005, avec le financement de la Banque mondiale, le Kazakhstan a construit le barrage de Kokharal, une digue de 13 km, conçue pour bloquer l'énorme écoulement d'eau de la mer d'Aral Nord vers la mer d'Aral Sud. L'idée, bien qu'elle protège le nord, condamnait la mer d'Aral Sud à un assèchement plus rapide, ce qui la rendait controversée. Pour la mer d'Aral Nord, le plan a marché. Après le barrage de Kokharal, la mer a commencé à revenir, atteignant moins de 20 km, soit environ 124 miles de la ville d'Aralsk. Pour la première fois depuis des décennies, il y avait de l'espoir, mais tout n'est pas rose. Le barrage de Kokharal est un succès, mais la régénération totale de la mer demande encore des efforts.
La deuxième phase du projet est toujours en cours et vise à augmenter la superficie de la mer d'Aral Nord à 3913 km² et son volume à 34 km3 d'ici les 4 ou 5 prochaines années. En attendant, il y a des signes inquiétants que le niveau d'eau dans la mer d'Aral Nord pourrait déjà recommencer à baisser et la salinité augmente à nouveau. La renaissance reste incertaine car la mer dépend de l'apport du Sirdaria, dont le débit demeure faible et instable. Les pays autour de la mer d'Aral restent très dépendants du coton. Ils nécessitent beaucoup d'eau pour leur agriculture et leur usage domestique. Ainsi, la répartition de l'eau est devenue une question politique très sensible dans la région. Et à l'exception du Kazakhstan, qui a montré un vif intérêt pour la revitalisation de la mer d'Aral du Nord. Des pays comme l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Turkménistan et le Tadjikistan privilégient leurs besoins en irrigation, reléguant la restauration de la mer d'Aral au second plan. Pour beaucoup, ce manque d'action collective a frappé l'Ouzbékistan de plein fouet. Près de 2 millions d'Ouzbeks sur 35 millions participent toujours à la récolte du coton aujourd'hui. La forte dépendance au coton pour les revenus et la stabilité économique en est une cause majeure. L'Ouzbékistan n'a jamais abordé le déclin de la mer d'Aral avec urgence. Désormais, même la bouée de sauvetage de l'Amou Daria est menacée. Fin 2023, le président ouzbek s'est inquiété de la construction d'un canal par les talibans sur l'Amou Daria en Afghanistan. Ce projet colossal devrait détourner près de 20% de l'eau de la rivière, qui est la source vitale du sud de la mer d'Aral. Un tel détournement pourrait aggraver encore davantage les pénuries d'eau en Ouzbékistan et dans d'autres pays en aval. La situation est d'autant plus alarmante que selon les scientifiques, la production de coton n'était pas la seule cause du déclin de la mer d'Aral. L'évaporation a joué un rôle clé. Poussée par la hausse des températures régionales, l'Asie centrale a connu une forte augmentation des températures depuis les années 1980, avec des taux de réchauffement dépassant souvent 0,3 degrés Celsius par décennie. Entre 1979 et 2019, les zones terrestres se sont réchauffées plus vite que la moyenne mondiale, avec des taux de 0,33 à 0,36 degrés Celsius par décennie selon différentes données. Les pays les plus touchés sont l'Ouzbékistan, le Turkménistan et le sud-ouest du Kazakhstan, où passent les rivières Amou Daria, Sierra et Daria. De grands canaux, réservoirs et barrages, y gaspillant beaucoup d'eau avant qu'elle n'atteigne les terres agricoles. Avec l'accélération du réchauffement climatique, les experts ont averti que ce processus d'évaporation va s'accélérer dans les années à venir, menaçant toute la sécurité de l'eau en Asie centrale.